Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 12 mars 2023. Alors aujourd'hui, je suis allé chercher des livres chez l'une des dames qui a eu le malheur de perdre son mari, son compagnon, son amoureux. Et elle est sous le choc, même si elle a accompagné, non, pas même, elle a accompagné son amoureux tout du long de sa maladie. Et il s'est battu, selon l'expression convenue, contre, contre un cancer. Et en fait, il se battait pour rester auprès de sa femme, pressentant à quel point elle serait accablée. Des grandes histoires d'amour, ce n'est pas si fréquent, mais la vie continue. Alors hier, plusieurs choses, avant de vous montrer quelques-uns des livres que j'ai rapportés. Et en fait, je vais vous dire aussi ce que j'ai l'intention de faire dans les prochains jours avec ces livres-là. Je me suis porté acquéreur de deux, deux, deux catégories de livres seulement. Les livres consacrés à Marcel Proust et les livres de Tintin et consacrés à Hergé. Dans cette bibliothèque, collectionneur de Simenon, de Conan Doyle, de François Truffaut, de Simenon, Conan Doyle et Jules Verne. Et un peu Georges Brassens aussi. Alors, c'est un francophile, un amoureux de la chanson française, un amoureux du cinéma de la nouvelle vague, et évidemment, Tintin et Hergé. Alors, j'ai acheté tout Tintin et tous les textes afférents à Tintin. Et quant à Proust, c'était surtout des études ou des études consacrées à Proust, des biographies, des revues. Alors, j'ai beaucoup de choses. Et c'est Tintin, c'est aux antipodes, hein? Tintin et Proust. Le premier, Globe-Trotter, et le deuxième, un reclus, qui aura passé sa vie par l'imagination à recréer un monde disparu. Mais avant de vous montrer quelques-unes, oui, ce que j'ai l'intention de faire, vous disais-je, je passe souvent du coq à l'âne et je vais essayer de rester bien en selle avec l'âne. C'est que j'ai l'intention d'organiser une petite exposition dans la vitrine de la librairie, tout Tintin et tout Hergé. Alors, il y a beaucoup de choses que moi je n'avais jamais vues. Je ne suis pas un tintinolâtre ni un tintinologue, quoique enfant, j'ai eu une véritable passion pour Tintin. Et même pour Hergé, parce que dans ma petite jeunesse, dans ma prime jeunesse, je dessinais, j'ai gagné des prix. Alors la bande dessinée a été une très grande passion. Et je vouais un culte à, à Tintin et à son créateur. Tant et si bien que lorsque nous avons aménagé dans un appartement à Outremont, dans un modeste appartement tout de même, avec ma mère et ma sœur, il y avait une cave. Et une cave tout à fait inhospitalière, pas le genre de cave où un adolescent invite ses amis pour faire la bamboula, non, quelque chose d'assez lugubre. Et j'avais créé, oh, je devais avoir 10 ans peut-être, ouais, 10 ans, j'avais créé une sorte de musée personnel à la gloire de Tintin et de son créateur. Alors aujourd'hui, de renouer avec cet amour de jeunesse, la dernière fois, ça m'a fait quelque chose, et la dernière fois que j'ai lu un Tintin, ça doit bien faire oh, au moins 20-25 ans, si c'est pas davantage, et j'avais relu celui que je considère rétrospectivement
comme étant le plus achevé et le plus réussi des albums, les bijoux de la Castafiore. Alors, ce n'est pas des bijoux de la Castafiore, mais vous allez voir, il y a un biais où je vais nous entraîner. Mais avant, je voudrais revenir sur la vidéo d'hier. Et aujourd'hui, il y a Emmanuel qui est venu me parler de ChatGPT ou ChatGPT, hein, Jupiter, en me disant qu'il ne comprenait pas à quel point l'arrivée de ce machin tarabustait les professeurs. Et il n'arrivait pas à comprendre, et pour lui, ce n'était qu'un chatbot, c'est-à-dire un robot proposant des conversations, et qu'au fond, c'était tout à fait prévisible ce qu'il pouvait dire, et que nous étions très loin de l'intelligence artificielle, que c'était presque de la fausse représentation, que cette appellation d'intelligence artificielle. Qu'au fond, ce n'était qu'une grosse machine qui avait emmagasiné un tas de données et que c'était plutôt facile de deviner ce que cette machine offrirait comme explication ou qu'en fait, il n'y avait rien d'intelligent là-dedans. Ce n'était qu'un travail de, non pas de collection, mais de colliger des documents et d'être capable de les structurer d'une manière à peu près cohérente. Alors pour lui, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Bon, oui, ça aurait des applications comme rédiger un CV ou faire certaines traductions pas trop compliquées. Et pour lui, en tout cas pour Emmanuel, il n'y avait pas de quoi s'en faire avec ça. C'était beaucoup exagéré. Quant à Robert Hébert, hier, qui m'a rendu visite, il m'a entretenu, et j'ai omis de vous dire cela, il m'a entretenu d'un livre qui l'a beaucoup touché suite au fait que je l'ai interrogé sur l'éternel retour de Nietzsche. Je l'ai interrogé également sur la synchronicité de Jung. Il m'a dit que ces deux propositions métaphysiques ou métaphilosophiques l'avaient, pendant un certain temps, du moins intéressé. Mais il m'a mis sur la piste d'un ouvrage qu'il a jugé fort intéressant. C'est celui de Michel Surya. Ouvrage publié avec 2 livres en un, mais proposé tête bêche. C'est-à-dire, d'un côté, un titre, de l'autre, du côté recto, un autre titre. Alors, le premier titre, c'est L'Éternel Retour, et le second titre, c'est Le Monde des Amants. Alors, c'est l'histoire, dans le cas du Monde des Amants, et toujours en arrière-plan, le fait qu'on revit sans arrêt cette vie. Et le personnage principal quitte tout pour faire l'expérience de la pensée. Il quitte tout pour aller jusqu'au bout de la pensée. Et que la pensée, au fond, l'exercice de la pensée est peut-être l'aventure la plus extraordinaire qui nous est proposée. Alors, il y aurait comme une sorte d'alter ego s'appelant Stig Dagerman, l'écrivain suédois. Et je ne sais, parce que j'écoute quand même très attentivement ce que me dit Robert Hébert, mais ce qu'il avançait, c'est qu'il y aurait une sorte d'alter ego, se nommant peut-être Stig Dagerman, ou une sorte de Stig Dagerman intervient dans les pages. Et le personnage, outre le fait qu'il quitte tout pour expérimenter, il quitte tout également et il arrête d'écrire parce qu'il rencontre l'amour. Et c'est ici le hiatus entre l'éternel retour et le désir. Le désir qui, lui, est toujours, qui est toujours porté par un allant. Le désir veut toujours plus. Le désir ne se contente pas, ne se satisfait pas. Et même si on consent à cette idée d'éternité, telle que proposée par Nietzsche dans l'Éternel Retour, ce contentement-là est entravé par la pulsion du désir. Alors il y aurait une sorte de contradiction entre les deux états. À la fois
la, une sorte de contentement et une sorte de mécontentement. Une sorte de satisfaction et une sorte d'impossibilité à aller jusqu'au bout de cette satisfaction. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Peut-être ai-je erré. Alors, si jamais Robert Hébert écoute cette petite capsule, peut-être pourra-t-il infirmer ou confirmer. Mais Robert est toujours extrêmement discret quant aux notes de bas d'écran. Je ne sais même s'il est déjà apparu. Mais par contre, il est plutôt... il est visible sur ma page Facebook. Alors voilà, je tenais à mentionner ces deux événements, l'intervention d'Emmanuel et le fait aussi que Robert Hébert m'a mis sur la piste d'un livre, deux livres en fait, de Michel Surya que je vais m'empresser de lire dans les prochaines semaines. J'aime beaucoup Michel Surya. Aussi, ce que Robert Hébert disait, c'est qu'il était en train de lire Sainteté de Bataille et que c'était intéressant parce que le Bataille philosophe, le Bataille penseur, selon lui, est infiniment plus intéressant que le Bataille érotomane ou érotologue ou le Bataille, en tout cas, qui s'est livré à écrire des ouvrages, qui s'est donné tout entier à écrire des ouvrages licencieux. Alors, je vais vous montrer, on va revenir à Tintin, et je vais vous montrer un livre, et je vais peut-être vous lire tout de suite 2 ou 3 passages, d'un auteur que j'aime beaucoup, mais qui est vraiment dans la catégorie des auteurs, on pourrait presque dire infréquentables. C'est le Belge Paul Vendôme. Paul Vendôme, 1927-2009, qui a ta critique littéraire, a écrit beaucoup sur les autres, mais je vais vous nommer quelques-uns de ces auteurs. Vous pourrez juger à quel camp appartiennent ces auteurs. Chardonne, Rebattet, Brasillac, Drieux-La Rochelle, Céline, Simenon, Maurras, Robert Levigeant et même Hergé lui-même. Moi, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu son étude sur Céline, étude sur Céline, lue, je devais avoir 17 ou 18 ans. Donc, le nom de Paul Vendôme est là depuis longtemps dans mon esprit. Et il y a quelques années, il y a peut-être 7 ou 8, 10 ans peut-être, j'avais lu avec beaucoup de profit Libre parcours, Un garçon d'autrefois, son autobiographie, Vagabondage et L'humeur des lettres. Et celui que je vous montre à l'écran, c'est Paul Vendôme, illustration de Hergé, Le monde de Tintin. Et cet exemplaire, c'est la première édition, en fait, c'est l'édition originale, publiée en 1959, et c'est la première biographie consacrée à Hergé. Personnellement, je n'avais jamais vu ce livre-là. Et c'est publié à la NRF chez Gallimard dans la collection L'air du temps. Alors, je peux prendre n'importe quel passage au hasard, je vais en prendre 2 ou 3. Vous allez pouvoir entendre la manière Vendôme, c'est délicieux, en fait. C'est écrit dans une langue charnelle. Personnellement, je suis sensible aux langues charnelles. C'est toujours limpide. Il y a un désir de clarté. Il y a de l'humour. Donc, Hergé n'est pas un virtuose, non plus que l'un de ces artistes contractés qui croient que la maigreur du style, vous voyez, est une élégance et le resserrement de l'inspiration un signe d'intelligence. Il se livre, il s'abandonne, mais l'exécution de son travail est surveillée. On peut même en recenser les divers états
en remarquant que jamais cette rigueur n'a gêné ou anéanti sa spontanéité. L'étincelle a toujours jailli. Aucune analyse, si subtile soit-elle, ne pourra dire pourquoi. Il y a toujours dans une œuvre une part inexplicable. Le talent ne se transmet pas en recette. Comment Hergé fabrique-t-il ses albums? Nous allons suivre sa démarche, en reconstituer le mouvement, marquer aussi clairement et précisément qu'il nous est possible les étapes qu'il s'assigne. Hergé n'a jamais forcé son talent. Il ne s'est pas brouillé avec le naturel. La plupart du temps, le succès agit comme l'ivresse. Il tourne la tête et fait perdre les pédales. Cette sorte d'ivresse, quand elle s'est abattue sur un artiste, ne se cuve pas aisément. Ses effets sont durables. Albert Camus s'interrogeait l'autre jour. Qu'est-ce qu'un artiste insignifiant? Je n'ai pas suffisamment de présomption pour livrer combat aux idées générales. Je ne suis jamais parvenu à maîtriser le mot civilisation ou le mot humanisme. Je fuis devant eux. Mais enfin, je puis bien commettre une imprudence et essayer de répondre à la question d'Albert Camus. C'est une erreur de croire, avec Talleyrand, que ce qui est excessif est insignifiant. Toute l'histoire littéraire démontre le contraire. Un artiste donne le coup de pouce et il assume ses propres excès, parfois en les réprimant, mais en les laissant pressentir. Une grande œuvre brûle en secret. Elle a des dessous que l'on devine, un feu intérieur. Pour décerner au classique le brevet de virtuose de la mesure, les professeurs ont renoncé à explorer ces régions souterraines. Un lecteur qui sait lire s'aperçoit immédiatement que ces régions-là, ce sont celles qui comptent le plus. L'insignifiance, ce n'est pas l'excès d'un tempérament, c'est la fabrication d'un faux tempérament. L'artifice, pour dire le mot. Un artiste qui ne sait pas qui il est, qui ne se cantonne pas dans son registre, ou le sachant, qui s'efforce d'atteindre un registre supérieur, qui ne convient pas à ses dispositions, cet artiste-là se condamne à n'être rien. Ce qu'il peut écrire n'a aucune importance, n'importe pas et ne signifie rien. La rhétorique, la jactance, tout ce qui ne s'élabore pas d'après une matière vivement éprouvée n'est qu'une accumulation de poussière vaine. Un artiste n'a qu'une chance d'intéresser, en s'acceptant, en se refusant à être le pharaon de soi-même, en se fiant à sa lucidité ou à son instinct pour reconnaître ses limites et s'en accommoder. Hergé a eu cette sagesse. Son extraordinaire fortune n'a pas ébranlé sa résolution de ne point se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Quand des moralistes de patronage, effrayés par le coup de coude de Haddock, l'accablent de réprimande, il répond imperturbablement « Ce n'est pas mon métier de former la jeunesse. » Même lors de son passage au scoutisme militant, il n'a pas eu des intentions d'apôtre ou de réformateur. C'est un grand ridicule de vouloir s'imposer à autrui, l'endoctriner, lui adresser des recommandations et des remontrances. La société contemporaine l'accueille avec
redécouvrez sur un ton guindé les lieux communs les plus scolaires, et l'on vous regardera comme un homme considérable. Jean Dutour note justement qu'il faut être un imbécile ou un hypocrite pour ne pas voir que les 2 tiers de nos grands écrivains sont des écrivains de deuxième ou même de troisième ordre. Je serais curieux de relire, sans doute ça m'aura échappé, ce que dit Paul Vendôme sur les 2 étendards de Lucien Rebattet. 1302 pages dont je vous ai entretenu à quelques reprises dans des vidéos déjà anciennes, quelques années déjà, car j'ai lu les 2 étendards au printemps, à la fin du printemps 2016. Alors c'est ça les livres importants, c'est qu'on se souvient des saisons lorsqu'on les a lus. Et 1302 pages de discussion, c'est un triangle amoureux entre un futur prêtre, un futur journaliste et une jeune femme. Et les 2 hommes s'abusent complètement quant aux qualités qui sont innombrables de cette jeune femme, mais ils projettent les 2 sur elle, à la fois leur désir et la crainte de leur propre désir, et ils lui prêtent une retenue, une sobriété, je dirais même une indifférence aux choses de la chair, que cette jeune femme n'a pas. Et les 100 dernières pages, après 1100 pages de dialogue ciselé, de retenue, de nuances, de finesse, ça se termine par une apothéose érotique, totalement imprévisible, comme une sorte de récompense après avoir parcouru avec bonheur 1200 pages, 1100 pages de subtilité, où l'esprit a la part belle. Mais les 100 dernières pages, les exigences du corps viennent balayer tout ça d'un seul geste, et nous entrons dans une sorte de frénésie colorée avec des audaces qu'on n'aurait pas pu suspecter tout au long de l'ouvrage de Rebattet. Alors Vendôme a écrit sur Rebattet. Alors je suis très curieux de savoir ce qu'il en dit. Alors je vais vous montrer quelques livres pour conclure cette vidéo, quelques livres qui seront exposés dans les prochains jours à l'atelier librairie, le livre voyageur. Alors je les prends comme ça, comme ils me viennent. D'Yvon Talamer, oui, vous avez entendu le jeu de mots. Yvon Talamer, oui, ça doit être québécois. Il n'y a que les Québécois pour faire des jeux de mots aussi douteux. Yvon Talamer, Archibald le Marin. Alors, je vais voir si c'est québécois. Est-ce que j'ai dit n'importe quoi? Yvon Talamer, oui. Eh bien non, c'est pas québécois. Qui l'eût cru? C'est français, comme quoi, n'est-ce pas? Alors, Archibald le Marin de Yvon Talamer. Ils y vont, franchement, c'est le moins qu'on puisse dire. Serge Tisseron, Tintin et les secrets de famille, à la librairie Séguier, là où Michel Surya a publié sa biographie intellectuelle consacrée à Georges Bataille. Ceci, Passeport Tintin, Vivre Montréal. Alors, exposition qui a eu lieu à Montréal, donc en mai 1991. Alors, sans doute, ça, c'est une petite pièce de collection pour les tintinolâtres. Stéphane Stiman, Hergé autrement. Alors, c'est une bio avec des photos inédites, je pense. Oui, ça, on voit ici Renault, Télémoustique, en tout cas, voilà. Tintin et les héritiers. Ah, mon ami Apostolides.
Dans la peau de Tintin, publié chez les Impressions Nouvelles, annoté scrupuleusement, mais vraiment avec des renvois. Il a pris, en tout cas, ce collectionneur-là, a pris très au sérieux l'ouvrage d'Apostolides. De Thomas Certilange, La vie quotidienne à Moulinsart, à noter délicatement aussi, cette fois-ci. Et là, on arrive dans des choses assez... Hergé, les débuts d'un illustrateur. Le musée imaginaire de Tintin. Ils ont marché sur la Lune, de la fiction à la réalité. Tintin en Suisse. Une édition pirate. Édition pirate assez salace aussi. Où on y voit la Castafiore dans le plus simple appareil. Les aventures d'Hergé. Bocquet, Fromental, Stanislas. Alors, hein, les aventures d'Hergé. Le monde d'Hergé de Benoît Peters, autographié par Benoît Peters. Tintinolâtrie d'Albert Algoud chez Casterman. Tintin au Québec. Est-ce qu'il est autographié? Vérifions. Non. Tintin et compagnie. Hergé à Québec, Musée de la civilisation, 2017. Hergé, l'exposition de papier, envoyé. Et tout Hergé, itinéraire d'un collectionneur chanceux, de Stéphane Stiman. Ah oui. Lorsque j'étais enfant, justement, et que j'avais créé ce fameux musée personnel de Tintin dans le sous-sol inhospitalier, j'avais entendu une autre de mes idoles à l'époque, Robert Charlebois, on devait être aux alentours, je devais avoir 8-9 ans, dire à la télévision, j'adorais Charlebois, j'ai vu beaucoup de spectacles de Charlebois enfant, bon, je vous passe les détails, et Charlebois avait raconté à la télévision de Radio-Canada qu'il avait rencontré Hergé et que Hergé lui avait offert Tintin au pays des Soviets, qui était un livre absolument introuvable, qui a finalement été réédité, je pense, aux alentours de 1974, peut-être. Je me souviens de l'avoir demandé pour Noël. Écoutez, j'en montre deux autres, puis ça va être tout. Un numéro à suivre, hors série, spécial Hergé, Vive Tintin. Et le journal Tintin, les coulisses d'une aventure avec le facsimilé du numéro 1 encarté. Et non pas entarté. Alors voilà. Alors on est resté un peu avec les auteurs belges ce soir. Paul Vendrome, qui est belge, j'ai omis de vous le dire, oui, sans doute. Mais Apostolides n'est pas belge, je ne suis pas belge, et Lucien Rebattet non plus. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.